deep down, we're sliding without noticing our own decline. Bonjour à tous, je suis Thierry Delettre, je suis consultant chez Capgemini Consulting. Donc vous devez connaître le groupe Capgemini, mais Capgemini Consulting, c'est la branche stratégie et transformation digitale du groupe Capgemini. Et aux côtés de Guillaume Gaudron, nous avons eu la chance de créer le Data Science Game, la première compétition internationale étudiante dédiée au Big Data. Je vais laisser Guillaume expliquer les origines de cette compétition. Donc l'origine de la compétition, comme ça a déjà été bien discuté ce matin et en début d'après-midi, c'est l'émergence et l'essor de la data science qui, pour nous, vient du fait qu'il y a des nouveaux business qui se créent sur la donnée. Et essentiellement, venant d'où il y a quelques grosses entreprises qui en fait ont montré que dans un temps très court, elles étaient capables de devenir très riches en faisant des analyses très pertinentes de la donnée. C'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook. Ces entreprises-là, elles ont entraîné dans leur sillage, d'une part, énormément de jeunes qui se sont dit « mais si je peux devenir si riche dans un temps très court, eh ben, autant que je le fasse ». Et puis, elles ont entraîné dans leur sillage des grands groupes qui, en fait, ont commencé à prendre peur de ces nouveaux business disruptifs qui, potentiellement, les menacent. Tout le monde a fait la même analyse en disant finalement, c'est bien la production et l'analyse des données qui a conduit à ces mouvements-là. Et donc, du coup, tout le monde s'est dit, en fait, il nous faut recruter des data scientists parce qu'en fait, ce sont eux qui sont capables de faire les business de demain. Et donc, en un temps très court, sur 3, 4, 5 ans, on a vu émerger un nombre très important d'offres d'emploi de data scientists. Ceux en place sont ultra sollicités par des cabinets de recrutement pour changer de job. J'ai une jeune amie qui est chez Google qui me dit que chaque semaine, elle reçoit 2 à 3 sollicitations pour changer de boulot. En fait. Du coup, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça, parce que les questions qui sont derrière, c'est il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de formations qui viennent sur le marché pour former des data scientists. Comme vous l'avez expliqué, Erwan Le Pennec de l'École Polytechnique, il y a des formations courtes, il y a des formations longues, il y a des formations scientifiques, il y a des formations moins scientifiques. Et donc la question qui se pose pour le recruteur, c'est comment je fais pour toucher des gens à recruter, et puis comment est-ce que je sais si les gens que je recrute sont bons ou pas bons. Et c'est pour ça qu'on a émergé l'idée au sein des écoles de ParisTech de créer une compétition de data science qui s'appelait les Data Science Games. Elles ont été organisées par 3 écoles, l'ENSAE ParisTech que je représente, Télécom ParisTech et l'ENSTA. En fait, ces écoles-là, elles ont une singularité en France, c'est que leur leadership n'est pas trop disputé dans l'univers des ingénieurs, et de la data science en particulier. Par contre, on a plein d'enjeux et plein de questions. C'est qu'on a beau être des écoles qui, au niveau France, sont très reconnues, en fait, à l'extérieur de nos frontières, on n'est pas très connus, on n'apparaît pas dans les classements, donc potentiellement, on est des écoles qui ont une réputation en termes de niche, mais parce qu'on est petit, parce que voilà, on n'est pas connu hors du frontière. Donc les questions qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de se faire connaître en termes d'image. Ensuite, on a mis en place des formations. Je pense que les écoles de ParisTech ont été les premières à mettre en place les formations de data scientists. Télécom ParisTech, par exemple, a été la première à créer un master spécialisé de Big Data. Mais pour autant, aujourd'hui, où les formations sont multipliées, qu'est-ce qu'on vaut ? Est-ce que nos étudiants qui sont très sélectionnés, est-ce qu'ils sont bien formés ? Est-ce que sur ce champ-là, ils sont compétitifs ? Et comment est-ce qu'on fait pour se mesurer à Stanford, à Cambridge, voilà. Et puis, troisième point, c'est que nos étudiants, nous, ils rêvent de rentrer dans les grands groupes technologiques. Alors, si je pouvais faire un petit aparté par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est vrai que nos étudiants, en tout cas les jeunes, ils ont un peu plus de mal à aller dans les grands groupes traditionnels. Sauf à ce que ces grands groupes traditionnels aient réussi à mettre en place des cellules data science. Ils sont plus attirés par ce qui brille. Aujourd'hui, ce qui brille, c'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon, et puis c'est Blablacar. C'est des entreprises qui sont disruptives, sur lesquelles on peut faire de l'analyse de données qui peut apporter des choses différentes. Et donc, une question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on fait nous, comment est-ce que nos étudiants peuvent se faire repérer par ces grands groupes-là, qui naturellement, parce qu'ils étaient localisés dans la Silicon Valley, vont aller recruter à Stanford, à Berkeley, au MIT, mais ont un niveau de recrutement et une vision des universités qui fait qu'au niveau de la France,
on est très petit et on ne nous voit pas forcément. Alors maintenant, sur le point de vue du recruteur, Capgemini, quand nous on s'est impliqué dès le départ du concept, de l'idée, on sortait d'une mission chez un grand acteur de la finance sur la prédiction du départ à la retraite de leur portefeuille client. Et là, j'avais fait le constat que finalement les techniques de modélisation évoluent de plus en plus. On avait besoin de compétences sur l'analyse des données externes. Et donc c'est là que je me suis rapproché du monde académique. Je me suis dit c'est une bonne opportunité de chercher à créer des passerelles. Donc fort de ce constat, on a d'abord réfléchi à finalement la dimension, l'envergure que devait avoir l'événement. Et très rapidement, Guillaume a fixé une ambition internationale, ce qui obligeait en fait à remplir plusieurs prérequis. Donc déjà d'avoir une marque qui rayonne à l'international et qui puisse attirer de brillants étudiants du monde entier. Donc c'est là qu'on a rapidement activé les relations de Guillaume avec Google. Et nous, Capgemini, au-delà de l'aide sur la conceptualisation de l'événement ou la mise à disposition d'un lieu assez exceptionnel qu'on a dans le groupe, qui est le château que vous voyez là, à l'écran, pour organiser l'événement, on a aussi été complètement partie prenante dans l'événement. On a essayé en tout cas d'être intégré autant que faire se peut dans l'équipe projet. On a même contribué à la recherche de sponsors. Donc la compétition a eu lieu, la compétition s'est terminée. On vous dira brièvement un peu à la fin de quoi y retourner. Et puis on a essayé de tirer des leçons de cette compétition. Alors en premier lieu, ce qui est très satisfaisant pour nous, les écoles de ParisTech organisatrices et les participantes, c'est qu'on a confirmé le très bon niveau de nos étudiants en data science. C'est-à-dire que ce soit au niveau France, où on a largement dominé, on a été classé dans les meilleurs, les équipes de ParisTech ont été classées dans les meilleures internationales. En termes d'image, le fait d'organiser une compétition comme ça a amélioré notre notoriété en France, mais elle a aussi aidé à améliorer ou à faire naître une notoriété en data science, je précise, dans le monde, que ce soit auprès d'entreprises qui font rêver nos étudiants, Google, Amazon, Facebook, mais aussi auprès d'étudiants. On a des étudiants qui ont participé à la compétition, qui sont des étudiants étrangers, qui du coup ont découvert nos écoles, qui ont découvert nos laboratoires, et qui après se sont retournés vers nous pour dire tiens, ça pourrait m'intéresser de faire une thèse en France, dans vos laboratoires, est-ce que vous avez des contacts, est-ce que voilà. Donc de ce point de vue-là, ça a été très positif. Ça nous a permis aussi de faire de la publicité pour un site internet qui propose des challenges statistiques de data science, de big data, qui s'appelle www.datascience.net, qui en fait a hébergé la compétition. Et enfin, alors au-delà de la marque Grande École, ce que j'ai trouvé assez amusant et assez instructif, c'est que finalement, pour nous, c'était l'occasion de se mesurer au monde, mais en fait, pour pas mal de formations, c'était l'occasion de se mesurer au monde, certes, mais surtout aux formations similaires en France. Donc on a eu des équipes de Grenoble, on a eu des équipes de Toulouse, on a eu des équipes... ces écoles-là, ou ces universités, ont voulu se mesurer aux écoles de ParisTech, puisque nous, on a l'avantage de faire référence. Et ce que j'attendais pas du tout, c'est qu'en fait, les étudiants de retour chez eux ont eu des discussions avec les enseignants, et ça a eu pour conséquence que certains cursus ont modifié leur formation pour tenir compte de la moindre performance de leurs équipes dans cette compétition. Ça, c'est une forme de cercle vertueux et voilà, assez inattendu. Maintenant, pour revenir sur Capgemini, nous, on constate que finalement, le type de mission qu'on réalise est en train d'évoluer de manière impressionnante. On a de plus en plus de data scientists qui sont embarqués dans nos missions, soit au début d'une mission, soit tout le long de la mission. Au début de la mission, ça va être pour faire des diagnostics très flash sur la façon d'interagir avec les clients pour des grands groupes. Ça va être aussi des projets qui se développent dans l'analyse prédictive et pour la valorisation des données clients. Et donc Capgemini est à la recherche de beaucoup de data scientists et veut créer une vraie marque Big Data Analytics dans le domaine. Donc le Data Science Game était une vraie opportunité pour justement communiquer sur cette offre
et aussi attirer des brillants étudiants, parce qu'à l'issue de la compétition, ils allaient être classés. Donc, en termes de notoriété, on peut dire que la marque Data Science Game associée à Capgemini a créé beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux notamment. On a eu plus de 7 millions d'impressions sur Twitter, et ça aussi à l'international. Donc on a couvert ces impressions, on a couvert pour 30% les États-Unis, la France, mais aussi le Canada et bien d'autres pays encore. Ce qu'on peut dire aussi sur l'aspect notoriété, c'est qu'on n'a pas simplement rayonné auprès de nos étudiants, mais ça nous a permis de rayonner auprès de nos clients. Certains sont venus nous voir sur le sujet, soit pour être candidats au sponsoring de l'événement, soit pour aussi réfléchir avec nous sur comment faire à peu près la même chose avec des étudiants, parce que de grands groupes, donc des labos pharmaceutiques par exemple, réfléchissent à comment moi je peux accélérer mon processus de développement d'un nouveau médicament. Et pour ça, en fait, ils veulent se rapprocher aussi d'étudiants pour avoir cette force de frappe qu'ils n'ont pas forcément pour le moment. Donc sur l'aspect recrutement, Capgemini en fait est en plein cours de sélection et d'optimisation finalement des candidatures qui ont été générées lors de l'événement et à l'issue de l'événement. Donc nous, c'était une vraie occasion de créer cette relation avec les étudiants sur place. Donc on est venu avec des représentants de notre équipe Data Science, donc qui en France représente une vingtaine de personnes. Et ça nous a permis de faire connaître concrètement ce qu'on faisait sur des missions, combien de personnes on avait, quels outils on utilisait, et finalement de leur proposer des opportunités de carrière. On a également pu récupérer à l'issue de cette compétition une liste de candidats quasiment déjà évalués, parce qu'ils avaient un classement de sortie. Et toutes les personnes qui étaient présentes à cet événement étaient des gens compétents en data science, parce que le corps professoral les recommandait pour la compétition. Donc nous, ça nous permet de surfer sur cette bonne image de l'événement, et aussi de lancer des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés. Bon, alors tout à l'heure, on vous a parlé de data science, big data avec des mots un peu compliqués. Je pense que le public n'est pas forcément un public scientifique. Donc, juste pour que vous ayez une idée du type de questions qu'on a posées à ces étudiants-là, pour que vous voyez que dans l'explication, ce n'est pas très compliqué. La compétition, en fait, était en 2 temps. Il y avait un premier temps qui durait à peu près 1 mois, à distance, dans lequel les équipes réfléchissaient à un problème pour se familiariser avec un certain type de données et un certain type de problème qui allait être proche du problème final. Donc le problème amical qui a été posé, c'est on vous donne une citation et il faut trouver un algorithme statistique qui vous permet de déterminer cet auteur à partir de la citation. Autrement dit, on essaye de trouver dans l'écriture des romanciers ou des poètes, ou voilà, des éléments statistiques qui permettent de caractériser leur écriture et qui font qu'on est capable de deviner qui a écrit à partir d'une phrase. Et pour ça, on a utilisé, Google, qui nous a proposé le sujet, a utilisé une base de données d'ouvrages en anglais, libre de droit, et les étudiants ont eu un certain nombre de citations pour apprendre ce qui pouvait être contenu dans les données, et pour après deviner les auteurs. Ensuite, dans un deuxième temps, tous les étudiants ont été rassemblés sur un même lieu, donc dans le château des Fontaines de Capgemini, et ils ont eu 48 heures pendant lesquelles ils se sont occupés donc, dans une compétition classante du sujet suivant. Lorsque vous déposez une vidéo sur YouTube, vous déposez la vidéo et puis vous remplissez un certain nombre de champs. Vous donnez un mot-clé qui permet de caractériser la vidéo, vous avez un texte qui permet de décrire la vidéo, et puis vous avez un certain nombre de données qui sont rajoutées par YouTube, typiquement la durée, la date, un certain nombre d'informations. Ça fait au total une quinzaine de champs. Et l'objectif était de déterminer, à partir de ces 15 champs, quelle était la caractéristique de la vidéo. Avec des difficultés qui sont que quand vous remplissez un descripteur, en fonction de la langue de la personne, la langue utilisée est différente. Que quand une personne tape des informations sur sa vidéo, parfois elle fait des fautes d'orthographe, elle fait des fautes de grammaire. Et puis vous avez aussi la perception de ce qui caractérise la vidéo. Si jamais vous êtes passionné de films de danse, vous pouvez très bien mettre une
une séquence d'un film de danse avec le mot-clé chorégraphie parce que c'est ça qui vous intéresse, alors que pour la plupart des gens, ils vont reconnaître un film et donc ils auront envie de mettre un mot-clé qui est plutôt cinéma. Donc tout ça fait quelque chose qui est assez complexe. Et ce qui a été super intéressant, c'est que le sujet a été testé par les ingénieurs de Google, alors évidemment dans un temps très court, et au fur et à mesure du week-end, les premiers essais des étudiants étaient en dessous de ce que les ingénieurs Google étaient capables de faire, mais en fin de week-end, ils avaient des résultats qui étaient supérieurs à ce que les ingénieurs de Google avaient été capables de faire, je précise, dans un temps très court. Vous voyez, c'est pas très compliqué à expliquer, mais évidemment que les algorithmes et les méthodes informatiques, mathématiques qui sont derrière sont extrêmement, extrêmement riches, poussées et difficiles. Donc pour terminer, et puis après on va prendre les questions, j'imagine, s'il y en a. Donc la compétition, c'était la première édition, donc j'espère qu'on aura une édition de 2016, en tout cas on y travaille en ce moment. Il y avait 80 étudiants, donc on avait 20 équipes de 4 étudiants qui représentaient 20 grandes écoles et universités, avec la règle de premier arrivé, premier servi et une seule équipe par université. On représentait 8 pays, 11 nationalités, et puis voilà quelques exemples d'universités participantes. Donc au-delà des écoles de ParisTech, vous pouvez trouver l'université de Rome Sapienza qui a terminé 2e de la compétition, l'école de Moscou, l'université de Moscou qui a terminé 1re de la compétition, l'Imperial College de Londres qui a terminé 5e de la compétition et l'université d'Amsterdam qui a terminé 4e de la compétition. Et la première école française était 3e, Télécom Paris. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions et on va prendre des questions. Merci à tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce jeu? Non, pas de questions. Alors, il va falloir que je me creuse les méninges pour en trouver. Donc, je ne sais pas si vous avez donné le chiffre, parce que je suis en train de faire 15 choses à la seconde, mais combien de personnes ont participé cette année? Donc on avait 80 personnes qui ont participé, 20 équipes de 4 étudiants. Ça correspond aux objectifs que vous vous étiez fixés? Pour une première édition, oui. Ouais. On avait à peu près moitié équipe étrangère et moitié équipe française. D'accord. Maintenant, pour la seconde édition, donc c'était une première. Pour la seconde édition, on va essayer de changer, de monter en puissance par rapport à ça. Voilà, on ne sait pas encore comment. On réfléchit par exemple à avoir une première phase de sélection d'équipes et puis après une phase finale classante. Mais c'est compliqué à mettre en place parce qu'une sélection d'équipes à distance, on a du mal à contrôler ce que font les étudiants. On peut aussi imaginer un système dans lequel on accueille beaucoup plus d'équipes pour la compétition globale. Et vous avez imaginé mixer des équipes interpays ou? Non, pour le moment, on est plutôt attaché à une compétition avec des équipes associées à une université. Même si dans les faits, le mixage, il se fait. Alors pas trop dans les très grandes universités type anglo-saxonne, parce qu'une université comme Cambridge, c'est énorme, donc ils n'ont aucun problème pour trouver une seule école, enfin une seule équipe. Mais typiquement dans les formations à la française, tout à l'heure on parlait du master data science, il est opéré en fait par plein d'écoles. Donc comme on disait, on a 20 étudiants qui sont issus d'écoles différentes. Une équipe de 4 finalement, même si elle est sous une bannière d'une école, souvent elle est constituée d'étudiants de parcours et d'équipes, d'universités différentes. Est-ce que vous avez peut-être imaginé certifier ceux qui gagneraient avec un badge ou une reconnaissance que l'on pourrait afficher sur son profil LinkedIn, Viadeo? Est-ce que c'est quelque chose qui peut mûrir de votre côté? Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Enfin, ils ont très vite revendiqué, en tout cas les mieux classés. On a pu le voir, ils le revendiquent sur les sites de leurs universités ou sur leur profil LinkedIn. C'est vrai qu'il n'y a pas encore un. Ils l'ont fait apparaître concrètement qu'ils avaient participé. Ils l'ont affiché, d'accord. On peut mettre en avant un projet, par exemple, sur LinkedIn, et donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour un recruteur, nécessairement. Donc les étudiants ont clairement mis en avant ça. Les universités ont communiqué sur les équipes qui avaient gagné. D'accord. Au-delà de ça, donc on a, ce type de compétition de data science, on a des sites qui proposent des compétitions de ce type-là qui sont ouvertes à tous. J'ai parlé tout à l'heure de datascience.net, c'est un site sur lequel les gens s'inscrivent, participent à des compétitions, et en fait les gens ont des scores individuels en fonction de leur performance dans l'ensemble des sujets proposés, et l'objectif est clairement de pouvoir se taguer en disant « Regardez, je suis allé participer à des compétitions, j'ai réussi à être classé à chaque fois telle position, et à partir de là j'ai des étoiles, j'ai des points, et donc je me propose soit pour être recruté,
soit éventuellement pour faire du conseil ou des choses comme ça sur ce métier spécifique de data science. Et est-ce que ce sera pour les écoles, les universités qui participent, également un label auprès des entreprises partenaires de ces écoles et de ces universités? Le fait d'avoir des étudiants qui ont participé, voire gagné, évidemment? Alors, je reprends l'exemple tout à l'heure de l'école polytechnique. L'école polytechnique qui a participé à la compétition a été la première école à mettre sur son site le résultat de son équipe. Donc, en termes d'école, l'école a choisi de communiquer sur cet événement-là. Donc, la réponse est oui. Ok, super. Merci à tous les deux. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging.